Bienvenue dans cette émission, une spéciale AOC de Pour l'égalité, une émission qui va être consacrée aux migrations et plus particulièrement aux migrants et aux jeunes migrants. Avec nous pour en parler, Claire Mestre, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin psychiatre, mais c'est surtout parce que vous avez une approche bien particulière des jeunes migrants que nous vous avons invités. Avec nous également en studio, Mathieu Samel. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors Mathieu Samel, vous, ça fait combien de temps que vous êtes en France? Toute ma vie. Vous êtes né en France? Oui, en réalité, je suis né à Villeneuve, là où nous sommes, il y a donc plus de 60 ans. Et alors, quel est votre parcours? Parlez-nous un petit peu du parcours de vos parents pour arriver à Sainte-Livrade. Enfin, l'histoire de mes parents, c'est l'histoire de la communauté indochinoise, en réalité. Ils ont dû quitter leur terre natale en même temps que tous les autres. Suite aux événements d'Indochine, donc de 54, en l'occurrence, avec la chute du camp retranché de Dien Bien Phu et les accords de Genève qui ont suivi, donc tous les ressortissants français ont dû évidemment quitter le territoire. Ceux qui sont un peu particuliers et qui ont été à Sainte-Livrade et qui sont d'origine indochinoise. Alors, comment finalement se passe votre enfance? Vous êtes dans ce qu'on appelait le CAFI? Oui, enfin, nous on a l'habitude d'en parler comme du camp, parce que le CAFI, Centre d'accueil des Français d'Indochine, est un ancien camp militaire. Donc nous enfants, on appelait ce site essentiellement le camp. Comment on vit au camp? Est-ce qu'on sent qu'on est reclus quand on est dans ce camp? Enfant, je pense qu'on ne s'en aperçoit pas trop. Simplement parce que les enfants avaient leurs occupations. En l'occurrence, ils jouaient à certains jeux qui effectivement ont la particularité de provenir aussi d'Indochine. Donc il y a eu une série d'actions, d'activités qui ont été reproduites telles que les plus âgés ont pu connaître sur la terre d'Indochine. Enfin, quand je parle des plus âgés, c'est pas seulement nos parents, je parle des enfants de la deuxième génération, mais qui étaient nés en Indochine avant de venir et qui ont été rapatriés en même temps que leurs parents. Donc en fait, c'est une terre un petit peu d'exil qui est enclavée dans le village de Sainte-Livrade, c'est bien ça? On peut le dire comme ça, je pense. Quand je parle d'exil, effectivement, j'y mets aussi une connotation plus politique. Mais en tout cas, quand on parle d'exil, pour moi, je sous-entends une volonté politique de concentrer une population, et je fais référence dans ces cas-là à un texte bien particulier, puisqu'en 59, c'est-à-dire peu de temps après l'arrivée des Indochinois à Sainte-Livrade et sur les autres sites aussi, le ministère des Armées de l'époque a mis en place un dispositif à travers ce que nous maintenant on appelle l'arrêté Morlot. C'est un arrêté qui définissait de manière très précise le règlement intérieur, le règlement de la cité. Et ce règlement est un règlement de type militaire. Bon, de toute façon, la tutelle de l'époque était une tutelle militaire. Donc c'était le ministère des Armées. Et quand je vous écoute, Mathieu, me vient à l'image le camp de Bias. Et lorsqu'on écoute les Harkis qui ont occupé le camp de Bias, ils ont exactement le même vocable, ils disent la même chose. C'est-à-dire c'est un camp militaire avec des règles très strictes. Mais tout simplement parce que le même arrêté a été appliqué aussi à la communauté Harki. Alors, Claire Maître, quand vous entendez le récit de Mathieu, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Alors, moi, en tant que psychiatre, je n'ai rarement eu affaire à des populations qui ont connu ce type d'exil. Du fait de mon âge, moi je suis née en 62, donc... Vous êtes toute jeune. Je suis plus jeune, effectivement, je suis finalement une certaine forme de jeunesse, mais j'ai pu rencontrer, mais vraiment de façon très rare, des enfants par exemple de Harki, ça c'est sûr, dans ma pratique, et ce que je rencontre actuellement, ce sont des exilés très récents, qui n'ont pas du tout la même histoire que celle que Mathieu nous raconte. Mathieu fait référence à une histoire bien précise, qui est l'histoire de la France et de ses ex-colonies. Néanmoins, cette histoire-là perdure, mais les exilés que je rencontre ont des migrations qui sont beaucoup plus individuelles que collectives maintenant, et pour des raisons qui sont totalement différentes.
Alors, qu'est-ce qui vous a conduit, vous, Claire Maître, à vous occuper des migrants? Ouh là là. C'est intéressant, ça, quand même. C'est une petite innovation. Un psychiatre qui s'intéresse aux migrants, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns quand même en France. Heureusement, on est quelques-uns. D'abord, c'est une histoire personnelle, je dirais. Je suis devenue médecin, je suis anthropologue également. J'ai travaillé sur Madagascar et c'est vrai que j'ai un goût pour les autres, pour l'altérité. J'ai beaucoup mené de front deux choses, la question psychiatrique, le soin psychiatrique et l'engagement associatif, puisque depuis 20 ans maintenant, je me suis beaucoup occupée des exilés. Oui, c'est un goût pour l'altérité. Alors moi-même ayant, comme c'est souvent le cas, une histoire migratoire, mais qui n'a rien à voir avec les histoires classiques. Mais mon père a été un migrant, quoi. Mon père venait de Madagascar, donc une ancienne colonie. Voilà. Et puis il y a eu aussi des patients qui m'ont passionnée, je dirais, par leurs histoires, qui m'ont interrogée. Et ce que j'ai trouvé passionnant dans cet exercice de soins auprès des migrants, c'était l'idée bien sûr de les écouter à titre individuel dans leur souffrance, dans ce qui les faisait souffrir, mais aussi dans leur histoire avec un grand H, c'est-à-dire l'histoire de France, l'histoire de la migration, l'histoire les conflits géopolitiques, les histoires culturelles aussi. En fait, j'ai un métier où d'abord je rencontre des gens que je rencontrerais pas dans la rue. Je rencontre des gens de partout. C'est une chance incroyable de rencontrer des gens qui viennent de loin et avec qui j'ai la chance de pouvoir échanger. Alors certes, c'est pas pour boire le thé, c'est pour les soigner, donc c'est un acte très particulier, mais c'est quand même une chance. Et ensuite, il m'ouvre à des univers aussi qui sont des univers très riches, très divers, entre l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie, et ça m'oblige effectivement à les considérer eux comme des témoins aussi de leur histoire personnelle, mais aussi d'une histoire collective. Voilà, donc tout ça m'a passionnée depuis longtemps et j'y reste, je suis bien où je suis. Vous nous dites, ils viennent se faire soigner. De quel trouble souffrent-ils en règle générale? Il y a une pathologie particulière, des troubles bien particuliers pour ces populations? En fait, on pourrait dire qu'il n'y a pas de pathologie qui est propre aux migrants. Ils viennent me voir. Bon, d'abord, souvent, ils ne viennent pas d'eux-mêmes. C'est pas eux qui viennent voir le psychiatre, parce que c'est souvent un personnage qui est très loin de leur univers. Mais ce sont des professionnels qui les envoient. Donc des professionnels, ça peut être déjà des médecins, des psychologues, mais aussi des éducateurs, des travailleurs sociaux. Où ceux qui les envoient ont l'intuition, je vais dire, que il y a quelque chose où la migration, où la question migratoire est importante, qu'il faut en tenir compte. Que leur souffrance, qui est une souffrance comme n'importe qui peut en avoir, il y a des petites, des grosses souffrances, il n'y a pas ce sont des souffrances, où la question du fait d'être en exil, d'être, comme l'a dit Mathieu, d'être pas chez soi, d'avoir été loin, en tous les cas, de ses ancêtres, était une chose importante. Donc, voilà, donc ça c'est la première intuition, je dirais, des personnes qui m'envoient les migrants, les exilés. Et puis, la deuxième chose, c'est que je reçois beaucoup d'exilés, maintenant à 90%, qui ne parlent pas le français. Et pour lequel le soin psychique est extrêmement important, mais pour lequel, effectivement, il faut, comment dirais-je, ce qu'on appelle, nous, un cadre particulier, c'est-à-dire, donc moi je travaille avec une équipe, en fait, je travaille pas toute seule, j'ai une équipe, où on a des interprètes, où on a des anthropologues, des psychologues, donc on est toute une équipe à accueillir des personnes qui viennent de loin et qui ont des souffrances très multiples, qui vont être liées complètement à l'exil, puisque effectivement l'exil est quand même une position extrêmement douloureuse qui demande beaucoup de transformation psychologique et psychique, mais qui peut être à distance aussi de l'exil, mais où l'exil va être quand même une période importante à parler, à élaborer, parce qu'elle induit par exemple des ruptures difficiles. Je vous donne un exemple qui me vient. Il peut y avoir des migrants qui sont en France depuis très longtemps, mais qui vont perdre un père ou une mère qui est resté au pays. Et là, les questions évidemment de la migration vont revenir
avec force et avec douleur, et voilà. Et à ce moment-là, ils ont besoin d'être accompagnés dans ce parcours, je dirais, psychologique de la perte, du deuil. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors, vous dites quelque chose qui est essentiel. Souvent, dites-vous, ils ne parlent pas le français. Mais c'est difficile de pouvoir intégrer un pays quand on ne parle pas la langue. Il y a plusieurs types de personnes qui parlent soit imparfaitement le français, soit pas du tout le français. Parce qu'il y a des exilés qui viennent d'arriver en France d'abord. Alors des Syriens, des Irakiens, des Afghans, des Européens aussi, ou des Africains qui viennent pas de pays francophones. Donc ils parlent pas bien, ou voire pas du tout le français. Et c'est vrai que pour faire un travail psychologique, il faut aller en profondeur dans la langue. C'est vraiment quelque chose de très important pour nous. C'est donner la possibilité à l'autre d'utiliser la langue de ses émotions, de ses affects, et de faire des va-et-vient, je dirais, entre la langue qu'il accueille, le français, et la langue auquel il appartient encore, qui est la langue maternelle. Et puis des fois, on n'a même pas accès à la langue maternelle, on a la langue qui est parlée dans le pays, mais qui n'est pas forcément la langue maternelle. Par exemple, il y a des pays africains francophones où les gens ils sont tous plurilingues, en fait, ils parlent plusieurs langues, la langue de la maison, la langue de la rue, la langue du commerce, par exemple. Voilà, donc voilà, l'exercice pour nous, l'équipe, et pour moi, c'est d'accueillir tout ça, c'est d'accueillir l'être qui puisse utiliser au mieux la langue dans laquelle il va pouvoir parler de lui, il va pouvoir parler de la façon dont il souffre et comment nous, on peut l'aider, on peut l'accompagner dans cette histoire-là très intime. On va marquer une première pause musicale. Qu'est-ce que vous nous proposez, Claire? Eh ben, Bob Marley, parce que je pense qu'il fait vibrer beaucoup de gens. Il y a plein de choses que tout le monde aime. C'est une musique qui fait rêver, c'est une musique qu'on peut tous vibrer ensemble, quelle que soit notre langue. Positive vibration, yeah. Positive. If you get down and you quarrel every day, you're saying prayers to the devils, I say. Whoa, why not help one another on the way? Make it much easier. Just a little bit easier. Say you just can't live that negative way, if you know what I mean. Make way for the positive day, 'cause it's news and days, new time. And if it's a new feeling, look here, said it's a new science. Oh, what a new day. Picking up. Are you picking up now? Your love, the love. Protect us. Your love, the love. Protect us. Your love, the love. Protect us. Rastaman vibration, yeah. Positive. I vibration, yeah. Positive. I am on iration, yeah. Irites. Whoa. Positive vibration, yeah. Positive. Picking up. Are you picking up now? Picking up. Are you picking up now? Picking up. Are you picking up now? Bob Marley, dans une chanson, c'était Claire Maître qui a choisi de nous faire entendre ce chanteur ô combien finalement emblématique de la Jamaïque. On va se retourner dans cette émission que nous proposent les AOC de l'égalité vers
Mathieu Samel. Alors Mathieu, quand vous entendez Claire Maître nous parler un petit peu de ce travail, ça résonne un petit peu en vous, ça vous parle? Oui, bien sûr. Et à côté de ça, évidemment, quand j'entends Claire, je songe à ces médecins qui sont passés par les deux camps, justement, de Bias puis de Saint-Élivrade, et qui ont fait aussi un travail que je trouve remarquable pour ma part. Parce que effectivement, à l'arrivée de la communauté à Saint-Élivrade, on dénombrait quelque chose comme 500 enfants dans la communauté, c'est-à-dire quelque chose comme 50% de la population, plus de 50% de la population qui était implantée à Saint-Élivrade était composée essentiellement d'enfants et d'adolescents. Voilà. Et donc effectivement il y avait un travail important en termes de santé. Hein. Et alors comment s'est fait le lien entre ces deux populations? Entre une qui est recluse à l'intérieur du camp et qui vit, vous nous l'avez dit Mathieu, déjà sur le passé et avec les traditions du passé, et avec une population, Sainte-Livrade, population français de souche, comme on dirait. Alors, durant les premières années, ça a été, il faut le reconnaître, assez difficile, mais de toute façon, moi, j'explique les difficultés par le simple fait que le règlement que j'évoquais tout à l'heure, donc via l'arrêté Morlot, comme on l'appelle, 1959, interdisait les Indochinois à sortir du camp sans autorisation, mais aussi leur interdisait de recevoir des gens de l'extérieur. Donc effectivement, dans la mesure où on nous interdisait ce type de mouvement, comment favoriser l'intégration, effectivement. Hein? C'est un paradoxe quand on n'est pas au courant de l'existence de cet arrêté, mais les gens de l'intérieur, ils savent un peu pourquoi on pouvait avoir du mal à s'intégrer. Hein? Et pourtant, il y a de belles réussites. Il y a de belles réussites, certes. Oui, ça je peux le reconnaître aussi, mais il a fallu du temps. Il a fallu du temps, puisque moi je veux dire que quand on sait qu'un site tel que celui de Sainte-Livrade a duré plus d'un demi-siècle, je veux dire que on a pris vraiment le temps. Mais simplement, moi je l'explique aussi par le simple fait que toute la législation autour des camps tels que celui de Sainte-Livrade, mais aussi celui de Bias, concernant les harkis, on n'a pas fait la même chose pour les uns puis les autres. C'est-à-dire que malgré l'existence d'une loi, ce que moi j'appelle la loi cadre qui date de 61, c'est-à-dire à l'issue des accords d'Évian, tout de suite après les événements d'Algérie. Et les autorités de l'époque disaient simplement que on ne peut pas appliquer les dispositions de cette loi simplement parce que elle ne souffrait pas de rétroactivité. Voilà le type d'argument pour dire que les Indochinois, on n'avait pas à les mettre dans le même sac. Et alors, Mathieu, vous êtes allé à l'école, vous, dans le camp? Oui, jusqu'à la classe peut-être si je me souviens bien, de CM1. Voilà. Et là, vous appreniez le français? C'était des enseignants français qui venaient vous faire cours? Oui, tout à fait. C'était des instituteurs qui étaient détachés de l'éducation nationale de l'époque. Et donc, qui nous apprenaient effectivement qu'on avait les mêmes ancêtres que n'importe quel petit français. Hein. Et alors justement, quel regard, Mathieu, portiez-vous sur cette langue qui était d'un pays que vous ne connaissiez pas, puisque vous étiez à l'intérieur même du camp? Bon, c'est-à-dire qu'on ne se posait pas ce type de questions, simplement parce que, pour nous, ça a été tout naturel, nous, enfants, Lucas.
quand on rentrait à la maison, effectivement, avec nos parents, on parlait vietnamien. Et quand on retournait à l'école, on parlait la langue de la maîtresse ou du maître. Voilà. Claire, c'est encore le cas, je suppose, pour les jeunes migrants que vous accompagnez. Ils parlent donc la langue du pays d'accueil avec leur famille et le français dans l'institution scolaire, quel que soit le niveau qu'ils fréquentent. Oui, bien sûr, oui. Oui, non, c'est une question qui est question très très importante. Et Mathieu pourrait en témoigner bien mieux que moi, c'est-à-dire que la langue des parents a été souvent très disqualifiée quand même, il faut le dire. C'est-à-dire que en France, il y a très peu de place pour le bilinguisme autre que le français et l'anglais, je dirais. Français vietnamien ou français wolof ou français arabe. C'est-à-dire que et je pense que c'est quelque chose qui est encore une trace qui existe encore chez nous. C'est la minorisation des langues familiales, je dirais, des langues qui seraient pas bien sûr ni de l'anglais, ni de l'espagnol, ni des langues qui sont reconnues sur le plan international. Il y a eu beaucoup d'écrits de gens comme Mathieu qui ont vécu des passages, je dirais, entre l'univers familial et l'univers scolaire qui étaient des univers très séparés, ce qu'on appelle nous en psychologie très clivés, c'est-à-dire qu'il y avait très peu de liens entre l'univers familial et l'univers scolaire. Ce d'autant plus, comme ça a été dit, que c'était des camps militaires. Enfin, Bias, alors moi je connais plus la question arctique que la question indo-chinoise, mais c'était de la réclusion en fait. C'était comme quand Mathieu dit, c'est la question politique, évidemment. C'était une forme de politique d'exclusion de certaines populations dont on ne voulait pas entendre grand-chose, quoi. Donc ça a dû aggraver, je suppose, la distance entre la langue familiale et la langue scolaire, le français, et aggraver certainement la disqualification de cette langue avec tout ce qu'elle charriait de passé, de valeurs, d'histoire des ancêtres, etc. Ça c'est sûr. Alors, les choses en France ont un petit peu évolué, c'est-à-dire que déjà la question des camps, elle s'est complètement déplacée. Il y a bien sûr qu'il y a des camps encore, mais ce ne sont plus des camps comme ceux de Bias ou de Sainte-Livrade. Les migrants vont dans les camps de plus en plus. On sait qu'il y a beaucoup de travaux qui montrent que les migrants vont beaucoup dans les camps. En tous les cas, pour revenir à la question de la langue, les langues familiales sont moins disqualifiées, je dirais moins disqualifiées, mais on a encore beaucoup de progrès à faire, d'ouverture pour penser que les jeunes peuvent parler de façon, je dirais, non hiérarchisée le français et leur langue familiale. C'est quelque chose de très compliqué et de très conflictuel. Alors Mathieu, quel regard portez-vous sur la scolarité que vous avez vécue dans ce camp à Sainte-Livrade? C'était les jours heureux, l'insouciance? Oui, bien sûr. Surtout quand on était tout jeune. Je ne me souviens plus précisément quel âge j'avais quand j'ai quitté, quand j'ai la dernière classe en tout cas au camp. C'était le cours moyen 2. Moi je ne sais pas à quel âge on... Oui, c'est 10 ans, 10 11 ans. Quelque chose comme ça. Donc effectivement, nous enfants, on était beaucoup plus préoccupés par les jeux, on va dire, que beaucoup plus qu'autre chose. C'est pour ça qu'on n'a pas eu de difficultés en soi, pour nous adapter. Quand on allait à l'école, effectivement, il nous suffisait d'écouter et de reproduire quelque part. Et je sais effectivement que dans la communauté, il y a beaucoup qui ont très très bien réussi. Je connais quelques confrères de Claire en l'occurrence, qui sont issus du camp de Sainte-Livrade. Alors je vais vous proposer, Mathieu, de marquer une nouvelle pause musicale. Qu'est-ce que vous nous proposez? Oui, alors
pour aujourd'hui, j'avais envie d'écouter, de réécouter l'ouverture du Requiem de Mozart. Le début. Le début, parce qu'il est un peu long, probablement. On l'écoute, Mathieu. Mais c'était l'ouverture du Requiem de Mozart, le morceau de musique que nous propose Mathieu Samel, qui est notre invité dans cette émission un petit peu particulière, organisée par les apéros d'origine contrôlée de l'égalité, pour favoriser les rencontres croisées. Alors, Claire Maître, je reviens vers vous. Là aussi, quels sont les dispositifs qui sont mis en place pour favoriser l'intégration de ces publics et de ces jeunes publics venus d'ailleurs? Parce que Mathieu nous a parlé des dispositifs qui fonctionnaient à l'intérieur des camps. Là, je suppose que les jeunes qui arrivent dans Lot-et-Garonne sont scolarisés dans les établissements qui dépendent de la carte scolaire. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des dispositifs
particulier pour leur apprendre la langue française? Alors, oui, Mathieu, il est né en France, donc il a connu effectivement une situation tout à fait particulière, qui est le passage effectivement de la langue familiale à la langue scolaire. Il y a des jeunes qui arrivent seuls, donc ou avec leurs parents en France, et là, effectivement, la scolarisation étant obligatoire pour les jeunes de moins de 16 ans, il faut qu'ils aillent à l'école. Alors oui, il y a des dispositifs, il y a des classes, d'ailleurs j'ai oublié leur nom, qui seront mis à disposition pour ces jeunes, où finalement on va leur donner un petit peu de temps pour apprendre la langue, mais ce n'est pas partout, hein. Il y a aussi des jeunes qui se retrouvent immédiatement dans des classes où ils vont fournir un effort démesuré d'ailleurs pour non seulement apprendre, il y a apprendre la langue, ça c'est déjà un exercice extrêmement difficile, mais il y a aussi à apprendre la société française, si vous voulez, ses habitudes, ses implicites, ses valeurs, etc. C'est un travail extraordinaire, c'est très difficile. Et donc il y a il y a des écoles qui sont assez accueillantes et qui accompagnent assez bien les élèves dans cet exercice-là. Et puis ça dépend aussi à quel âge, hein, les jeunes vont arriver, hein, bien sûr. Et puis il y aura d'autres, dans mon exercice, en tous les cas, il y a d'autres écoles qui sont beaucoup moins, je dirais, tolérantes et beaucoup moins accueillantes, et qui ont une exigence qui ne tient pas compte justement de toute la difficulté qu'il y a à apprendre une langue. Alors, qu'est-ce que c'est apprendre une langue? Comme je vous disais, c'est effectivement plonger dans un univers qui peut être radicalement différent de son univers propre, hein. Et puis surtout, il y a des jeunes qui, alors on en a quelques-uns, ce qu'on appelle les jeunes, les mineurs non accompagnés, qui ne sont jamais allés à l'école. C'est-à-dire qu'ils sont allés parfois à l'école coranique, et qui ont des apprentissages, je dirais, qui sont des apprentissages plutôt par l'oralité, et qui ne sont pas passés par l'écriture. Donc vous imaginez, l'exercice est vraiment très compliqué, c'est-à-dire que non seulement ils doivent apprendre une langue, mais ils doivent passer par l'écriture. Et alors là, c'est carrément des choses infranchissables, quoi. Et ça leur demande énormément de temps. En plus, pour apprendre une langue, il faut être très disponible psychologiquement. Si votre tête elle est remplie de soucis, d'incertitudes, hein, c'est-à-dire est-ce que je vais pouvoir rester en France, est-ce que je vais pouvoir avoir mes papiers, ça c'est la première incertitude. L'autre c'est où est ma famille, parce qu'il y a des jeunes qui viennent en famille, mais il y a des jeunes qui ont perdu leur famille sur la route, ça peut arriver, ou bien qui ont laissé leur famille au pays. Donc ça c'est la deuxième incertitude. Et puis après il y a toutes les souffrances très aiguës, c'est-à-dire vous savez maintenant que les migrations sont devenues extrêmement dangereuses, et donc on peut avoir la tête complètement pleine, je dirais, des mésaventures ou des traumatismes qui ont été vécus. Donc ça laisse pas trop de disponibilité pour l'apprentissage de la langue. Voilà, donc il y a tous ces obstacles-là à surmonter. Et puis, encore une fois, une langue, elle est accueillante ou elle n'est pas accueillante. Et ça va dépendre de celui qui vous apprend le français, hein, qui va vous accueillir dans sa langue. C'est vraiment quelque chose de très important. Il faut se sentir accueilli aussi dans une langue, en plus de l'effort très important. Donc ce sont des enfants, pour certains, alors il y a des enfants qui sont absolument extraordinaires et qui vont très vite apprendre, qui vont très vite apprendre les codes de l'école française, puisque l'école française, elle a des codes très particuliers. Donc il y en a certains qui vont y arriver, qui sont géniaux en fait, et puis d'autres, pour des raisons alors multiples, qui ne vont pas y arriver et qui vont sortir de l'école sans avoir tout appris des codes de la réussite, et qui seront beaucoup plus en difficulté. Voilà. Alors Mathieu, quand vous entendez Claire nous parler un petit peu de ce parcours, qui est un parcours difficile, on est véritablement sur le fil du rasoir en permanence, parce que ça peut basculer à tout moment. Vous n'avez pas connu ça, vous aussi? C'est à titre personnel, non, mais je connais effectivement beaucoup de cas où quand on parle de chaos, le terme est tout à fait adapté. Hein. Bon, j'ai aussi travaillé en institution spécialisée.
en l'occurrence dans des ITEP, des choses comme ça. Il y a des jeunes qui sont issus du camp qui ont été admis dans ces institutions. Bon, parce que effectivement, l'école était une souffrance, mais pas seulement l'école. C'est-à-dire qu'on ne prend pas suffisamment en compte la spécificité de ce jeune qui arrive d'ailleurs. Et effectivement, s'il présente quelques troubles, c'est beaucoup plus facile de l'orienter vers une éducation spécialisée, un milieu spécialisé, plutôt que de lui donner une chance de pouvoir habiter une langue, une nouvelle langue. Alors, je crois qu'on n'est pas très bien encore outillé en France. Alors après, c'est pas moi, je vois ça un petit peu à distance, mais c'est vrai que c'est très important de donner le temps aux élèves. Ils n'ont pas forcément du temps justement pour intégrer tout ça, pour faire ce passage de langue, parce que pour les raisons que je vous ai dites. Alors je parle des migrants qui viennent d'arriver, qui vraiment pas forcément parce que il y a une vraie problématique aussi des enfants de migrants, c'est encore une autre problématique, je dirais. Mais pour ceux qui arrivent et qui maîtrisent pas bien, mal, pas du tout le français, la question du temps est très importante. C'est de donner du temps, de donner aussi une aide, c'est-à-dire si vous voulez enseigner par exemple l'apprentissage du français à des jeunes qui ne sont pas passés par l'écriture, c'est une technique particulière, c'est pas n'importe, enfin on s'improvise pas prof de langue, c'est très très compliqué, hein. Donc vous voyez, il y a ça. Après il y a d'autres questions qui sont en prise avec l'école, qui est l'accueil d'enfants de migrants, donc eux qui parlent le français. La question ne se situe pas dans l'apprentissage du français, mais dans la question de comment l'école va les traiter. Ça, c'est encore une autre question. Comment l'école va traiter l'enfant migrant. Il y a eu beaucoup d'écrits aussi là-dessus, et on sait que l'école pour les enfants migrants n'a pas toujours, je dis l'a été, mais pas toujours été un ascenseur social. Pour certains, ça l'a été, pour d'autres, ça l'a pas été du tout. Et alors, et vous, ascenseur social ou pas dans le cas de Mathieu Samel? Certainement. Mais ce que dit Claire me fait songer à certains événements que, effectivement, la langue, au départ, nous-mêmes, on ne la possédait pas, bien sûr. Hein, mais quand il s'est agi de l'apprendre, on s'y est mis, mais de manière un peu spéciale, dans la mesure où dès lors qu'on se mettait à parler entre nous, on parlait évidemment en langue vietnamienne. Il ne fallait pas être surpris par un éducateur ou le chef d'établissement, parce qu'on nous ramenait... On ramenait un ordre. Oui, tout à fait. Hein. Il fallait qu'on adopte la langue française immédiatement. Et on nous disait évidemment que c'était le principal facteur d'intégration. Parce qu'à l'époque, effectivement, on nous parlait plus d'intégration sociale, culturelle. C'était pas séparé, forcément. Il fallait s'intégrer socialement pour pouvoir vivre sur le territoire. Allez, nouvelle pause musicale. Je vous prends un petit peu au débouté. Mathieu, qu'est-ce que vous nous proposez? Un Bob Dylan. Allez, Bob Dylan. On y va. Partons un peu vers Bob Dylan. Vous avez un titre en particulier? Les temps changent. Allez, c'est parti. To the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are changing. Some writers and critics, you prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times they are changing. Some senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall, for he that gets hurt will be he who has stalled.
will soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are a-changing. Our mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand, for the times they are a-changing. The line it is drawn and the curse it is cast. The slowest one now will later be fast, as the present now will later be past. C'était la chanson que nous proposait Mathieu Samel, Les temps changent, Bob Dylan, dans cette émission un petit peu particulière, organisée par les AOC, les apéros d'origine contrôlée de l'égalité, pour favoriser les rencontres croisées. Alors Claire, on l'a vu, on ne s'intègre pas comme cela. S'intégrer, vous nous l'avez expliqué, c'est une volonté, c'est deux volontés en quelque sorte qui se rencontrent. C'est une volonté de celui qui accueille et de celui qui est accueilli. Mais pour accueillir quelqu'un, vous le dites, vous êtes entouré d'une pluralité de compétences qui permettent au mieux aux jeunes qui vous sont confiés de s'en tirer. Parlez-nous un petit peu de cette équipe pluridisciplinaire qui travaille avec vous. Alors nous, notre équipe pluridisciplinaire, ce sont donc des soignants, comme je vous disais, des psychologues, mais aussi des anthropologues qui ont une forme d'écoute aussi, qui savent écouter la souffrance. Bon, moi je suis le psychiatre, le médecin. Nous avons aussi des artistes qui travaillent avec nous parce qu'on estime que certes être soigné par la parole, hein, puisque moi c'est mon métier, ça fait du bien, mais il n'y a pas que ça. La question artistique ou la question corporelle aussi peut faire beaucoup de bien. Donc nous travaillons avec une artiste peintre. Nous avons travaillé avec l'écriture, avec le théâtre, avec la danse, tous les médias où il y aura un langage qui est aussi un autre langage que le langage parlé, je dirais. Enfin, voilà, donc tout ça c'est extrêmement important. Et en effet, certaines personnes n'auront pas forcément les mots immédiats pour dire pourquoi ça va pas. Et là, il ne s'agit pas de forcer, évidemment, il ne faut pas forcer le silence, ça sert à rien. Mais proposer d'autres formes de médiation par la question artistique, par exemple, ou par la question corporelle, qui va permettre, qui va pouvoir aboutir sur une forme d'expression d'ailleurs qui pourra être tout à fait originale et qui d'ailleurs, c'est ça aussi qui est frappant, c'est que ce qui est dit, par exemple, lorsque l'on peint, lorsqu'on fait de la peinture, est parfois très différent de ce qu'on peut livrer au psy de ses souffrances personnelles. Donc c'est un tout, quoi. Et ça aborde plein de choses différentes chez l'être humain. Alors vous êtes installé, basé où? Sur Agen même, vous recevez... Alors non, moi je suis à Bordeaux. À Bordeaux. Je travaille à Bordeaux et oui, je suis à... oui, ils sont privilégiés, les Bordelais. C'est Bordeaux, pardon? Ils sont privilégiés, les Bordelais, parce que dans nos régions, on n'a pas ce dispositif. Oui, non, mais c'est intéressant parce que, vous savez, il y a beaucoup d'équipes qui essaient dans toute la France de créer comme ça des lieux où il y aura des gens formés à écouter les migrants, à les accueillir dans leur langue, avec des outils qui sont des outils différents. Hein. Donc ça existe dans les grandes villes, mais je sais aussi qu'il y a des petites équipes qui s'essayent et qui essayent de... Parce que si vous voulez, la grande difficulté, c'est d'avoir des gens formés, et notamment des interprètes formés. Quand on a des interprètes formés, déjà, on a déjà un outil pour entrer en communication et pour faire notre travail, hein, qui est quand même un travail basé sur la parole. Mais ça, c'est une vraie difficulté. Alors, justement, c'est aussi pour rebondir sur la question de la langue, parce que c'est vraiment important. C'est-à-dire que on a une valeur en France qui est centrale, c'est l'intégration par la langue. C'est quelque chose qui est dit et redit même actuellement. Donc comment être français et devenir français passe par la langue. Ça c'est quelque chose. C'est pas universel. Hein. Il y a des pays où ça ne passe pas forcément par la langue. Mais là, pour nous, c'est ça. Donc il y a une vraie, si vous voulez, une vraie contradiction entre
cette valeur-là et la possibilité d'apprendre la langue. Il n'y a pas ces dispositifs pour les étrangers pour apprendre la langue. Il n'y a pas forcément aussi les outils pour. Et tout le monde, encore une fois, n'a pas les outils pour apprendre à tout le monde. Et enfin, la dernière idée que j'ai déjà dite, c'est que pour apprendre le français, il faut se sentir autorisé d'abord à venir dans le français. Et puis, il ne faut pas le faire au prix de la négation de sa propre langue. C'était intéressant que Mathieu dise, oui, et c'est des expériences qui sont très banales et qui existent par exemple même dans les dom-toms, c'est-à-dire l'interdiction de parler sa langue maternelle. Parce que l'idée, c'est qu'on devient français en abandonnant un certain nombre de choses. Et là, je pense qu'il y a des choses à créer pour penser que on peut devenir français et très bien maîtriser la langue française, mais ça n'a pas été au prix forcément d'un effacement total des premières traces de l'enfance et notamment de la langue. Et ça, je pense que c'est pas encore quelque chose qui est admis en France. Mathieu, une réaction par rapport à ce que dit Claire? Oui, tout à fait intéressant. Moi, je fais partie de ceux qui pensent effectivement que la langue d'origine est une richesse. Et on ne peut pas se construire en laissant de côté une partie de soi-même. Ça, c'est sûr. Et alors, oui, tout à fait. Vous, Mathieu, après l'école primaire que vous découvrez dans le collège, c'est que vous sortez du camp et vous découvrez, vous êtes mélangé à d'autres. Comment ça se passe? Ce métissage, en quelque sorte. Somme toute, dans la mesure où on a connu les instituteurs de langue française durant plusieurs années, je crois que les enfants se sont relativement bien adaptés et facilement adaptés. En tout cas, à titre personnel, je n'ai pas connu, je n'ai pas de souvenir de difficultés particulières, en tout cas, en termes d'intégration. Mais on voit bien quand même, Mathieu, que entre la situation que vous avez vécue à titre personnel au CAFI de Sainte-Livrade et ce que nous dit Claire Maître avec tout le dispositif qui l'entoure, il y a quand même un monde. Oui, certes. Mais c'est vrai que finalement, excusez-moi, mais il y a 50 ans. Tout à fait. Alors, Claire, on arrive au terme de notre émission. Qu'est-ce qu'il faudrait maintenant pour mieux intégrer ces publics qui arrivent finalement d'ici et d'ailleurs? Ouais, c'est une question très compliquée, parce que la question, ça a été dit, c'est une question d'abord politique, qui on accueille et qu'on a envie d'accueillir. Et pour intégrer, il faut déjà effectivement créer des conditions de sécurité. On sait bien qu'actuellement, la voie pour la migration, c'est des voies qui sont très étroites et qui sont très étroites et très difficiles. Et que il y a beaucoup de voies qui sont bloquées. L'État et l'Europe a envie sans arrêt, on en parle beaucoup, de fermer les portes, de dresser des murailles. Donc pour ceux qui arrivent à franchir les murailles, c'est au prix de beaucoup de difficultés et c'est surtout au prix de beaucoup d'incertitudes. Donc moi, les migrants que je vois et qui arrivent malgré tout à vivre en France et aimer la France, ils sont très résistants, je dirais. Ils sont très endurants, quoi. Ils sont très endurants et puis ils ont fait aussi des bonnes rencontres. C'est-à-dire, ça aussi c'est important. C'est-à-dire que l'instituteur qui apprend le français, c'est aussi la bonne rencontre. Je pense qu'à l'école, et c'est vrai, moi je le vois beaucoup dans les familles que je suis, parce que je suis beaucoup de familles, l'école, c'est vraiment parfois la très bonne rencontre. C'est-à-dire que les profs vont être, je vous ai dit qu'il y avait des écoles qui n'étaient pas accueillantes, mais il y en a beaucoup qui sont accueillantes aussi et pour lesquelles, au sein de l'école, va se nouer des solidarités
qui sont des passerelles absolument extrêmement précieuses pour les migrants qui parfois, vous savez, ils mettent des fois 10 ans avant d'avoir une carte sûre en France. C'est énorme. C'est-à-dire qu'en 10 ans, vous vous rendez compte, c'est une période, et qui pour autant, malgré tout, leurs enfants sont allés à l'école, leurs enfants ont continué leurs études, leurs enfants ont pu même compter parfois sur des familles qui aidaient des profs qui ont été vraiment solidaires, qui ont rompu leur solitude. Voilà, donc il faut beaucoup de force en fait pour je dirais cheminer sur le parcours de ce qu'on appelle l'intégration. Oui, c'est vrai, il faut du temps, il ne faut pas que des moyens financiers, il faut du temps, il faut beaucoup de respect, beaucoup d'humilité et beaucoup de tolérance. Accepter l'autre, vous avez parlé d'altérité. Mathieu, un mot. Simplement une petite notion ça m'a évoqué ça en vous écoutant. Simplement, en France et pas seulement aujourd'hui, on avait tendance à confondre deux notions, je crois. La notion d'intégration et la notion d'assimilation. On parle d'intégration, quand je parle d'intégration, effectivement, j'y mets essentiellement l'intégration sociale. Hein. On s'intègre dans la société, bon, pour pouvoir vivre normalement. Après, il y a l'assimilation, enfin, qui sous-entend qu'on oublie un peu ce qu'on est, culturellement parlant. D'où on vient, on ne l'oubliera jamais. Et je crois que dans la tête de certains dirigeants d'une certaine époque, bon, c'était l'assimilation, coûte que coûte. C'est-à-dire qu'il fallait aussi oublier d'où on était venu. Et donc, en l'occurrence, la langue. Il fallait pas qu'on utilise la langue de nos parents parce que ça allait nous empêcher de nous intégrer dans la société. On le voit encore, remarquez, hein. C'est vrai, c'est un mot clair par rapport à la réaction de Mathieu. Oui. Il ne faut pas oublier qu'on n'arrête pas la migration. C'est comme les astres autour dans notre cosmogonie. On ne peut pas arrêter un mouvement comme ça, c'est un mouvement. Donc il faut absolument accueillir le mieux possible les migrants. Et effectivement, alors accepter pour l'avenir une intégration qui ne serait pas une assimilation, c'est vraiment important parce qu'en fait, avoir des gens bilingues, c'est incroyable, quoi. C'est une ouverture exceptionnelle, quoi. C'est des ponts qui sont créés pour le monde, quoi. Donc c'est extrêmement important, c'est une chance, quoi. Hein. Et oui, vous me rappelez cette phrase que j'aime bien citer de cet Exupéry qui disait « Si tu diffères de moi loin de me léser, je t'augmente. Si tu diffères de moi loin de me léser, tu m'augmentes. » On apprend les uns des autres, c'est une formidable richesse. Ben, cette émission touche à sa fin. Merci, Claire Mette, d'avoir été avec nous. Merci, Mathieu Samet. On se quitte en musique. Allez, au débouté. Claire, qu'est-ce que vous nous proposez pour clôturer? De la musique classique alors, ça va être Bach, le concerto brandebourgeois alors. Ah ben on se quitte avec le concerto brandebourgeois. Merci beaucoup à tous les deux et à très bientôt. Et on remercie à la technique Robert Humain, Georges Soupeau et Nathalie Fèvre qui nous aident à réaliser cette émission. À bientôt. Au revoir.